Bonjour à tous et très bienvenue en Normandie pour ce nouveau numéro de Découverte Jardin. Et oui, nous sommes à Sainte-Marguerite-sur-Mer dans le superbe et très célèbre jardin du Vasterival. C'est une propriété privée qui a été créée il y a maintenant une bonne trentaine d'années par Greta Sturza. Malheureusement, elle n'est plus avec nous aujourd'hui, mais nous allons avoir la possibilité de le visiter dans ses moindres détails, de découvrir les plantes vedettes de ce moment, puisque nous sommes à peine encore au printemps. Et je vous propose donc de passer 45 minutes en notre compagnie à tailler des rosiers, à cultiver des champignons, à lutter contre la mousse dans le gazon et même à monter une clôture. Alors restez avec nous, je suis sûr, vous ne le regretterez pas. Oh mes amis, regardez ce magnifique jardin, cette perspective, cette ondulation, cette opulence, ce jardin qui va en massif et en arbre nous faire rêver toute la saison. Nous sommes bien sûr au Vasterival et je vous propose de le visiter dans ses moindres détails avec un de ses jardiniers. Il s'appelle Didier et c'est tout de suite pour notre rubrique Jardin à découvrir. Didier, bonjour et merci de m'accueillir et puis accueillir Nous Jardin TV ici dans ce magnifique vallon du Vasterival. 12 hectares de jardin, une histoire extraordinaire, 60 ans cette année. Alors, tu nous en racontes un petit peu? Oui, c'est un jardin effectivement extraordinaire. C'est un jardin qui s'est fait petit à petit par la princesse Greta Sturza qui a, plante après plante, façonné cet endroit, cette vallée complète, que moi je n'hésite pas à surnommer la vallée des merveilles. Elle n'était pas collectionneuse au sens où on l'entend, elle ne collectionnait pas les étiquettes. Peu lui importait d'avoir tous les rhodos ou tous les érables japonais. Alors il y a des collections énormes ici quand même de plantes, mais rien n'est exhaustif. Tout a été assemblé simplement dans le but de pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Avant tout cela, nous allons vous raconter cette histoire extraordinaire et surtout toutes les techniques que la princesse Sturza a pu mettre en place et qui seraient tout à fait valables aussi pour votre jardin. Alors, on passe sous le couvert et là, nous marchons en fait sur le mulch qui était un des grands dadas de la princesse Sturza, il faut bien le dire. Oui, c'est vraiment quelque chose de très particulier à l'endroit. Dès le départ, elle a préconisé ce mode de culture qui est calqué sur ce qu'elle avait pu observer en forêt. C'est-à-dire que cette litière de feuilles mortes qui tombe nourrit le sol et garde son humidité, l'enrichit en humus et ça facilite beaucoup la vie des jardiniers. Quand on pense que dans les années 50-60, au contraire, on préconisait de bien ratisser dans les massifs, pas de feuilles. Et vous voyez, là, ce mélange de feuilles, ici il y a du châtaignier, du bouleau, du cerisier, il y a beaucoup de choses différentes et ce mélange va enrichir, va satisfaire des micro-organismes différents et ça va donner une vie foisonnante et ce qui fait que tout pousse bien, même dans les endroits où il y a une terre vraiment très moche ou du sable stérile ou de la glaise infâme. Donc en fait, depuis 60 ans, le Vasterival fait de la permaculture un peu sans le savoir. C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. C'est le lieu de permaculture le plus avancé en France. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Didier, parmi les plantes, alors j'allais dire mythiques, il ne faut pas exagérer peut-être, mais qui surprennent vraiment les visiteurs du Vasterival, ce sont les bouleaux très très blancs. Alors on pense que ce sont des variétés particulières, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est une petite astuce. Alors, ce sont quand même des Betula Jacquemonti qui sont clonés, multipliés, greffés pour avoir toujours cette couleur très très blanche. Et l'exfoliation, c'est-à-dire le renouvellement de l'écorce chaque année, ne suffit pas à nettoyer. Alors, en début d'hiver, la princesse avait trouvé ce petit subterfuge de venir avec une brosse, simplement un balai brosse, et quand il pleut comme ça, quand les écorces sont humides, on les brosse, donc on les débarrasse de la mousse verte et on a des écorces blanches éclatantes pour tout l'hiver, et c'est vraiment remarquable. Didier, nous voilà devant un arbuste, presque d'ailleurs un arbrisseau, un petit arbre formidable. C'est un cornouiller, on pourrait penser que c'est le cornouiller mâle, le fameux Cornus mas, mais non, on est sur autre chose. Oui, c'est son cousin japonais en fait. Voilà un Cornus mas. Ah oui, mini. Voilà, la fleur fait à peu près 1 cm de diamètre et là on est presque au double avec cette variété, cette espèce japonaise, son petit cousin du Japon. Donc Cornus officinalis. Oui, moi j'appelle ça le mimosa du Nord. Hein. C'est vraiment extraordinaire la floraison abondante, jaune. En automne, il va nous produire des fruits gros comme des olives,
rouge, un petit peu comme une chair de griotte, qui est extrêmement riche en vitamine C et avec laquelle on fait des gelées qui sont vraiment excellentes et très bonnes pour la santé en plus. Et puis un arbuste à cultiver vraiment dans tous les jardins parce que ça pousse vraiment pratiquement partout, c'est pas exigeant du tout. On peut les planter vraiment partout, en terre argileuse, en terre calcaire, en plein vent. On peut même les former en haies et les tailler, ça ne va pas les empêcher de fleurir, bien au contraire, ils vont fleurir énormément et produire aussi beaucoup de fruits. Donc la plante absolument increvable, mais il lui faut quand même un petit peu de place. Didier, nous voilà devant un magnifique conifère. Moi, j'avais l'impression que c'était un cryptoméria et tu me dis, ah ben non, pas du tout. Non, ça ressemble quand même. Hein. Oui. Il y a une belle ressemblance, mais c'est Atrotaxis sélaginoides, donc avec... Oui, un peu du feuillage de sélaginelle, oui, hein, donc des écailles imbriquées comme ça. Exactement, on reste dans les végétaux primitifs. Parce que c'est primitif. Oui, c'est primitif, c'est vraiment très ancien. On ne les trouve plus qu'en Tasmanie à l'heure actuelle, et puis dans quelques jardins. Mais ce sont des conifères qui datent de la période du ginkgo, des araucarias, vraiment les ancêtres des conifères, des pins, des sapins, etc. Donc en fait, bon, on a envie de regarder un peu, surtout en plus il a une magnifique écorce. Oui. Mais alors où est le dinosaure? Il est peut-être là derrière, on sait jamais. Retrouver. Didier, tu nous offres maintenant, s'il te plaît, une séquence frisson avec la peau de serpent. Alors on est dans les érables et on a cet arbre absolument fabuleux avec cette écorce qui est tout à fait étonnante. Il y en a beaucoup. Oui, oui, on a une dizaine d'espèces ici d'érables à peau de serpent. Ce sont des arbres remarquables pour l'écorce striée, généralement blanche comme ça, des stries blanches sur un fond vert. Une couleur d'ailleurs qui peut changer avec l'intensité du froid. Plus il fait froid, plus le vert va devenir rouge et pourpre. Ce sont des stries qui restent marquées pendant la première vingtaine d'années de l'arbre et ensuite les arbres deviennent verts. Ils n'ont plus besoin de ce camouflage et ils deviennent verts. Et puis c'est une écorce assez lisse, assez douce et surtout, il n'a jamais mordu personne. Nous sommes au milieu des plantes un peu vedettes de ce moment. Donc on a les hellebores et on a les perce-neige. Alors les perce-neige, on en voit partout et on a l'impression que ce sont toujours les mêmes, mais vous dites que vous avez plein de variétés. Oui, on en a à peu près 80 variétés différentes ici au Vasterival, ce qui est une belle collection pour la France. Pour les Anglais, une belle collection, c'est 500 à 600 variétés. Hein. Donc il faut vraiment persévérer. On a l'impression que c'est tous les mêmes. Alors il y a des petites différences qui peuvent paraître minimes quelquefois. Il y a l'époque de floraison, il y a les marques à l'intérieur de la corolle. Et puis il y a des grosses différences. Et puis il y a des grosses différences. Par exemple, il y a des géants, il y a des personnages géants. Alors à titre de comparaison, alors ça c'est normal. Voilà un personnage normal. Galanthus nivalis, normal. Voilà. Et voilà Hercule, une variété qu'on en a ici, qu'on est à peu près les seuls à avoir en France, mais qui mesure, vous voyez, 35 cm de haut avec des fleurs de 5 à 6 cm de hauteur et de largeur. Ça c'est monstrueux, mais c'est aussi très beau et ça donne des scènes, des mélanges dans les massifs qui sont très spectaculaires. Voilà. Donc un jardin vraiment spectaculaire, un jardin qui se visite bien évidemment, mais un jardin privé. Un jardin où il faudra réservé pour votre visite, qui sera accompagné toute l'année. Vous pouvez visiter le Vasterival. Et moi, j'ai été tellement enthousiasmé, et puis j'ai été si bien accueilli avec Didier et ses collaborateurs que je vous propose de revenir dès le mois d'octobre pour vraiment l'explosion de l'automne, et nous découvrirons le travail de Dominique que vous voyez là, Dominique Cousin, qui est le spécialiste de la taille en transparence. Regardez ce que c'est la taille en transparence, on voit à travers les arbres, ça sera sublime. Donc c'est au mois d'octobre, donc à très bientôt, de nouveau au Vasterival. Et non, le Vasterival n'est pas un véritable jardin de collection. D'ailleurs, la princesse Tiurza aurait eu horreur que l'on dise ce mot. En revanche, il y a énormément de plantes ici dans ce jardin, et notamment pour l'hiver, des hellebores. Les hellebores, vous connaissez à travers la rose de Noël, mais il y a aussi l'hellebore de Corse, il y a aussi l'hellebore oriental, et une multitude d'hybrides avec des couleurs les plus extravagantes les unes que les autres. Et je vous propose de les découvrir en détail. Ça sera notre rubrique Plantes Vedettes. Avec ses collections extraordinaires de plus de 9000 plantes différentes, le Vasterival est beau en toute saison. Et alors que l'hiver commence à s'évanouir et que le printemps apparaît, la plante vedette, entre autres, c'est l'hellebore. Et qui est le responsable ou la responsable des hellebores? C'est Aurélie. Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors là, nous sommes à côté l'hellebore préféré de la princesse Tiurza. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hellebore de Corse. En latin, donc c'est Helleborus argutifolius, comme ça on a son nom scientifique.
C'est une plante qui est très intéressante par ses dimensions, donc Oui, on très voit. grande, voilà, on le voit. Ici aussi, elle est dans les conditions qu'elle préfère, donc dans un sol bien sec, bien drainé, on voit que c'est du gravier en dessous, et en plein soleil. L'aspect bleuté argenté est plus marqué quand le feuillage est jeune, donc au débourrement du jeune feuillage, c'est décoratif aussi. Et puis vous avez tous ces crans, en fait, autour de chaque foliole. En fait, les hellebores, beaucoup d'espèces ont des fleurs vertes. L'intérêt, c'est que quand la fleur va faner, elle va garder cette teinte vert pâle, très belle en fait. Et l'avantage d'avoir une grappe de fleurs, c'est que toutes les fleurs vont fleurir à des périodes différentes, donc la floraison est très très longue. Ah, jusqu'à quand? À peu près jusqu'à avril. Une fleur tout à fait fraîche comme ceci va petit à petit donc être fécondée. Et puis on va voir apparaître en fait les fruits qui sont logés dans des carpelles. Donc c'est comme des espèces de gousses qui vont grossir. Et puis à la maturité des graines, ces carpelles s'ouvrent et libèrent les semences. Alors on voit encore là au pied de la plante les semis de l'année dernière. Donc c'est en même temps une plante qui est très très productive au niveau des semis. Nous allons voir maintenant les hellebores d'Orient qui se multiplient, alors ici quasiment à l'infini, avec des variétés tout à fait extraordinaires et des couleurs, je vous dis pas. Ici en effet les plus beaux spécimens ont été rassemblés, donc vraiment les plantes les plus spécifiques, les plus belles en fait aussi. Donc ça va du blanc pur en passant par le rose, le pourpre, jusqu'à du pourpre très foncé, voire gris ardoise, presque noir. On a des formes simples, des formes doubles, ce qu'on appelle les cœurs d'anémone, donc on a des fleurs qui sont un petit peu chiffonnées, donc on a vraiment une très très grande diversité ici avec les hellebores orientaux. Ça c'est toujours du Gutatus en fait. On part d'un... Voilà, très doux. Mais... Et des picotés ici, qui sont à la fois un peu Gutatus au milieu et veinés, c'est simplement bordé d'une couleur un peu plus foncée. Ici on a vraiment une zone qui est très... où c'est les plantes les plus précieuses. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'on voit un semis qui a une couleur différente, on va l'enlever. On reconnaîtra aussi toujours les semis par rapport aux pieds mères parce qu'ils sont toujours un petit peu moins beaux. Et ça, les nectaires, sur certains, sont atrophiés. C'est atrophié, tout à fait atrophié, voilà. Mais ça peut être intéressant dans certains cas parce qu'en général, les nectaires sont verts. Mais oui, et là, il est jaune. Voilà. Et donc, quand il est jaune, ça illumine, surtout qu'autour, on a une couleur pourpre. Ce sont des plantes qui ont des formes de fleurs tout à fait spécifiques et je vous propose de se rapprocher pour aller voir en détail au cœur de la fleur comment ça se passe. Maintenant, une petite leçon de botanique toute simple par Aurélie. Alors Aurélie, comment est fabriquée la fleur de notre hellebore? Alors, c'est très particulier. Donc, vous avez ici ce qu'on considère en fait comme ce qui donne l'impression d'être des pétales. C'est en fait des sépales colorés. Dans le cas de l'hellebore, on appelle ça des tépales. Des tépales, c'est-à-dire que ça ressemble en fait tout simplement à des pétales. Les vrais pétales sont au cœur et sont tout à fait atrophiés. On les appelle des nectaires. Des nectaires parce qu'ils sécrètent un nectar qui est prévu pour attirer les insectes. Oui. Alors de temps en temps, les nectaires sont très intéressants. Oui. On peut avoir, par exemple ici, on va avoir des nectaires jaunes qui contrastent avec du violet. Et puis les nectaires de temps en temps, ils se mettent à pousser, ils ont de la force et ça nous donne ce type de fleurs qui est vraiment très très étonnant. Comment on les appelle? Alors on appelle ça des cœurs d'anémone. Et au final, en fait, si ces nectaires continuent à se développer, on va obtenir une fleur totalement double. Voilà, exactement, comme ceci. Aurélie, vous m'expliquez que dans le jardin, les hellebores orientaux ont la faculté en fait de se multiplier spontanément et de faire en fait des bébés qui ne ressemblent pas aux parents. Voilà, c'est ça. Alors en fait, souvent, comme c'est déjà des hybrides, les hybrides qui sont engendrés par ces hybrides vont en fait perdre un caractère du parent. Donc c'est-à-dire qu'avec une forme qu'on appelle Gutatus comme celle-ci. Alors Gutatus, ça veut dire qu'en fait il est rosé ou violacé. Ou violacé et c'est piqueté. En fait, c'est piqueté, un petit peu moucheté à l'intérieur. Donc à partir de cette forme-là, les semis vont donner une forme beaucoup plus foncée. Les mouchetures sont beaucoup plus irrégulières. Vous récupérez en fait ici en permanence des choses différentes. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun hellebore qui est vraiment laid. Mais si on les laisse à côté du pied mère, ils ont l'air moins beaux. Donc avec une bêche affûtée, on va les récupérer et on va les placer dans d'autres endroits du jardin. Il y a des semis sauvages qui sont apparus doubles et à partir de ces premières formes doubles, à force d'hybridation, le caractère s'est fixé également et on a pu rajouter d'autres caractères aussi pour rendre toujours les hellebores de plus en plus beaux. Et vous allez voir de plus en plus beau un hellebore qui peut-être un jour s'appellera Greta Sturza. Aurélie, il y a une dizaine d'années, Thierry Delabroix, donc, qui est à la fois un horticulteur mais un botaniste averti qui fait des hybridations, a croisé
des ailes les bords, il a obtenu cette petite merveille. Si on veut la multiplier, il faut forcément passer par un laboratoire. Oui, c'est ça. Le seul moyen de le garder dans cet état tel quel, c'est en fait la multiplication in vitro. Il est exceptionnel pour sa régularité. Donc on voit là les tépales donc très réguliers. On voit aussi les mouchetures très régulières à l'intérieur des tépales, mais aussi à l'intérieur de ces nectaires, puisque là on a une forme cœur d'anémone, donc on voit que les nectaires sont également mouchetés, et on a un petit liseré blanc sur le gâteau, tout autour, ouais. voilà, ici tout autour des tépales. Aurélie, merci pour cette promenade et toutes ces explications. Merci à vous. Je vous rappelle que le Vasterival est ouvert à la visite et vous aurez la chance d'être accompagné par Aurélie, alors surtout, ne le manquez pas. À bientôt. Les rosiers grimpants ont tendance à avoir une végétation extrêmement exubérante et sans les tailler, on va réduire leur floraison. Alors comment tailler les rosiers grimpants et surtout quand? C'est ce que je vous propose de découvrir avec notre maître de la taille, Jean-Luc Echen. Ça sera notre rubrique La taille en détail et c'est tout de suite. Bonjour à tous. Les rosiers grimpants sont des plantes avec une végétation exubérante. Il faut les tailler régulièrement, en général en hiver, en février-mars. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va les tailler. Le jardinier doit aussi être paysagiste. Le challenge dans cette situation où nous avons un mur végétal composé par une grosse haie de cyprès de Leyland, une clôture très présente, c'était d'animer ce coin de jardin. Et alors, la solution a été trouvée en palissant sur des bambous des rosiers grimpants Pierre de Ronsard. C'est une obtention Meillan, c'est un rosier moderne qui a été créé en 1987. C'est le rosier le plus populaire actuellement. C'est une variété remontante, et remontante ça ne veut pas dire qu'il est grimpant, ça veut dire que sa floraison remonte au fur et à mesure des saisons. C'est un rosier vigoureux qui peut atteindre 3 mètres de haut, et nous sommes maintenant au mois de février, c'est le bon moment pour tailler les rosiers. Le rosier grimpant est constitué de branches charpentières que l'on va attacher, c'est-à-dire palisser sur la structure que l'on a mise en place. Et on trouve aussi des rameaux latéraux que l'on va tailler pour obtenir des fleurs. Si on refait l'historique de taille de l'année précédente sur cette plante-là, elle a été taillée à ce niveau-là, elle a poussé une première fois jusqu'ici et elle a fait une fleur. La fleur a été supprimée et à partir de la suppression de fleurs, on a eu une deuxième remontée de fleurs qui ne s'est pas épanouie. Mais là, vous voyez, on a un rameau qui est beaucoup trop long par rapport à l'axe de la plante. Donc le principe de la taille pour ce rosier grimpant et pour tous les rosiers grimpants, ce sera de rapprocher la plante de son axe. Et on va tailler ici à 2 yeux. 2 yeux, ça veut dire qu'on va laisser que 2 yeux apparents. Vous voyez ici, 2 yeux, 2 yeux. Et je vous rappelle qu'un œil, c'est un bourgeon. Ici, j'ai un œil. Là, j'ai un deuxième œil. Et donc là, ce sera mon point de coupe. Ici, clac. Un œil, 2 yeux. Et je vais couper ici à 5 mm au-dessus de l'œil, en biseau, pour bien protéger le départ de végétation. Je vais détacher d'abord la plante pour pouvoir la réorganiser. Ici. Ma première charpentière, elle suit mon premier bambou, elle est bien attachée et ensuite de quoi elle est palissée à l'horizontale sur le premier fil de fer, donc c'est mon premier étage. Et à l'horizontale, ça va me permettre d'avoir un ralentissement de la sève et favoriser la mise à fleur. La deuxième charpentière, ici j'ai un bois sec qu'il faut que je supprime. Ici j'ai une coursonne qui est bonne. Je supprime les bois secs ici, toujours. Je garde donc ma coursonne qui est bonne. Ici, j'ai un bois sec que je supprime. Donc ma charpentière, elle suit le deuxième bambou. Et ensuite, de la même manière, elle est arquée et palissée à l'horizontale sur le deuxième fil de fer. Là, ici, j'ai coupé à 2 yeux. Là, ici, j'ai coupé à 2 yeux. Là, ici, j'ai coupé à 2 yeux. Donc, je supprime la brindille. Hop, ici. Et là, maintenant, je coupe à 2 yeux. Et ça, ce qu'il me reste de cette longueur-là, c'est une coursonne.
je m'aperçois qu'il sort vraiment vers l'extérieur. Et si j'essaie de le palisser, il va croiser. Ce ne sera pas esthétique. Donc c'est un rameau à supprimer. Je me trouve ici devant un choix. J'ai soit un vieux rameau, soit un jeune rameau. Le vieux rameau est reconnaissable par son écorce toute dure, grise et ridée. Quand on le prolonge, on s'aperçoit qu'il a porté plusieurs années de suite des fleurs, donc il commence à être épuisé. Et derrière, ici, j'ai une jeune pousse. On la reconnaît à l'écorce qui est bien verte et bien lisse. Je vais me servir de cette jeune pousse pour régénérer ma plante. Donc ça veut dire que ce vieux rameau va être supprimé. Là, je coupe, ici. Je supprime celle-ci qui passe derrière. Ça, c'est sec. Je supprime. Toujours à 2 yeux. Ici, je garde un et je supprime ici. Je me suis arrêté là pour être à la hauteur du 2e étage de fil et surtout pour redonner un peu de vigueur à cette charpentière. Là, je supprime le plus vieux et je garde le plus jeune. Et là, je rafraîchis la dernière coupe et je pince. Je peux commencer à attacher sur son support la première charpentière. Ici. Donc j'utilise un lien élastique sans fil de fer à l'intérieur et je fais un tour mort de serrage et un nœud plat pour arrêter. Le secret, c'est que la plante, elle doit bien suivre le tuteur. Je vais contraindre la plante à être à l'horizontale parce que c'est la meilleure façon de ralentir la sève et d'obtenir de ce fait plus de floraison que de végétation. Et j'attache jusqu'au bout de façon à ce que la charpentière suive bien la ligne horizontale du fil de fer, ce qui donne une certaine esthétique. Et pour terminer, il me reste ma jeune pousse que je vais palisser sur le bambou ici et ensuite je vais la conduire à l'horizontale sur le 2e étage. Délicatement, je vais aller l'attacher ici, très délicatement. Voilà. Et je fais attention à ce que le bois ne se plie pas. Et voilà. Notre rosier grimpant est palissé, bien en éventail. Un 1er étage de chaque côté, un 2e étage de chaque côté. L'année prochaine, on aura certainement des gourmands pour pouvoir faire peut-être un 3e étage, mais surtout, toutes ces coursonnes vont nous donner une floraison maximale. Alors, à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Les passionnés de botanique trouveront absolument tout ici au Vasterival, notamment des arbres, des arbustes et même un Sophora davidii. Alors attention, hein, il est assez méchant. Ici, on voit bien ses épines. C'est une plante peu courante. On connaît beaucoup mieux le Sophora du Japon. Sophora du Japon qui a changé de nom, mais ça, vous le verrez tout à l'heure avec Alain Baraton. Le jardinier de Versailles va vous raconter l'histoire du Sophora de Marie-Antoinette au Petit Trianon. Et c'est bien sûr notre rubrique Plante à Histoire. Alain, nous sommes devant le Petit Trianon et sous un arbre absolument fabuleux, magnifique, belle couleur d'automne et puis surtout une structure incroyable. Alors c'est un arbre que j'aime beaucoup, un Sophora du Japon, un Sophora japonica. Ah, t'es sûr de ça? Ah, jusqu'à présent, oui. Alors en fait, les botanistes que tu connais de leur façon un petit peu facétieuse ont changé le nom pour l'appeler beaucoup plus simple, Styphnolobium japonicum. C'est pas très joli. Ah non, c'est pas terrible, c'est mieux Sophora. Qui l'avait baptisé Sophora? Alors Sophora, c'était Linné en 1753, et puis bon, il y a toujours des reclassifications botaniques et surtout les botanistes retravaillent certains genres et Schott, donc un Allemand, en 1830, donc a décidé qu'il fallait séparer cet arbre-là des autres Sophora, parce que le Sophora existe toujours, le genre, avec d'autres espèces, mais il s'appelle donc Styphnolobium japonicum. Bon, tu vas nous raconter plutôt l'histoire du Sophora. Oui, et d'autant plus que je voudrais, moi, qu'on lui garde ce nom ici même, et je vais te dire pourquoi. Nous sommes dans le jardin de Louis XV. Louis XV était passionné par la botanique. Il avait un jardinier, Claude Richard, qui était vraiment ce qu'on appelle une très grosse pointure. Et Claude Richard conversait avec Linné. Ce qui veut dire que ce Sophora ici,
qui a quand même été planté à l'époque, enfin créé, je dirais, à l'époque Louis XV. Il a été planté en 1774. Je vais te dire à quelle occasion dans un instant. 1774, ça veut dire qu'il a été produit dans les années 1770, du temps de Linné, du temps de Louis XV. Alors, laissons-lui la parenté Linné, au moins pour des raisons familiales, allez, de gentillesse. On respecte l'histoire. On respecte l'histoire. Voilà. Donc déjà, parce qu'en fait, à l'époque, il s'appelait vraiment Sophora. Donc tout le monde le connaissait sous le nom de Sophora. Mais bon, c'était quand même peut-être déjà un arbre très exotique pour l'époque. Par contre, il est vrai que Linné s'était quelque peu planté, si tu me pardonnes l'expression, parce qu'il l'a appelé Sophora du Japon, alors qu'en fait l'arbre est originaire de Chine. Ouais. Ah oui. Mais simplement, Linné ne s'embarrasse pas trop de détails. Quand il a un doute, il travaille par continent. Quand on lui présente le Sophora, ça vient de loin, ça vient du côté est, hop, ça vient donc forcément le Japon. Donc pratiquement tout ce qu'il n'identifie pas, il lui rajoute du japonica. Pourquoi à l'époque c'était plus sexy le Japon que la Chine? Oui, parce que c'était l'époque où la Chine, le Japon, pardon, s'ouvrait encore. Il y avait le botaniste Engelbert, je crois, qui avait commencé à rapporter des quantités de végétaux, à faire part de ses découvertes. Alors le Sophora, lui, il a été rapporté par D'Incarville. Oui, tout à fait. Par le père d'Incarville. Oui. Donc, c'était la grande époque. Tu te rends compte que c'est d'ici, du petit Trianon, que ordre était donné aux bateaux de partir découvrir les végétaux partout. Mais en revenant à Linné dans ses tromperies, je dirais, le marronnier d'Inde, l'Aesculus hippocastanum, le bon vieux marronnier commun, il l'a baptisé marronnier d'Inde, il n'est jamais... non, il est originaire de Grèce et l'Albanie. Voilà, la rose Ça faisait d'Inde. exotique. La rose d'Inde, continent américain, ça ne vient pas du tout des Indes. Simplement, Linné de temps en temps se trompe. Mais quand tu t'appelles Carl von Linné, que tu es le grand botaniste, le plus grand botaniste européen, qui oserait le contrarier? Tu t'imagines Patrick Mulan au XVIIIe siècle qui dirait « Pardonnez-moi maître, mais je crois que vous vous êtes trompé ». Mais tu aurais été licencié sur le champ. On ne contrariait pas le grand Linné. Voilà. Et il est vrai qu'un nom, eh bien, quand il est donné, il l'est pour toute la vie. Alors, ce qui est merveilleux, je voulais absolument te présenter cet arbre. Parce que quand même, il est sublime. Nous sommes en 1774. Louis XV est mort, vive le roi. Et Marie-Antoinette, immédiatement, se fait offrir par Louis XVI ce lieu. Et elle ordonne la création d'un jardin anglo-chinois et d'un jardin champêtre. Les pépinières, les serres botaniques, tout ce qui faisait le plaisir de Louis XV ici même, sont détruits. On rase tout, on recrée un jardin. Et le premier... Le faste de l'époque. Eh oui, complètement. Et le premier arbre que fait planter Marie-Antoinette pour le jardin, c'est ce Sophora, qui vient donc d'à côté des pépinières de Louis XV. Mais cet arbre a été produit sous Louis XV, planté sur demande de Marie-Antoinette. Cet arbre est donc à lui seul, là encore, le témoin du renouveau versaillais. Et il faut reconnaître que cet arbre d'une beauté absolument, je trouve, extraordinaire. Oui, il est beau, il a l'air en pleine santé, et pourtant tu me dis, il est creux. Oui, mais l'occasion peut-être de rappeler qu'un arbre ne vit pas nous-mêmes. L'intérieur de l'arbre, ça sert à rien. Ça ne sert pratiquement à rien. En fait, les vaisseaux du bois, ce qui transporte la sève brute et la sève élaborée, c'est en périphérie. Oui, c'est juste derrière l'écorce. Ah oui, l'écorce protège les vaisseaux du bois qui sont sensibles à la lumière, à la chaleur, au froid, etc. Il y a cette petite pellicule où l'arbre vit, et au milieu, c'est du bois mort. Plus on va au centre du végétal, plus l'arbre est ancien. Et effectivement, la partie centrale a fini par pourrir. Ce n'est pas très grave. Cet arbre est en pleine forme. Seul problème, c'est qu'il n'a pas le maintien, bien sûr, la solidité s'il avait été complet dans son intégralité, mais il est toutefois très très beau. Il est un peu fragile alors. Il ne tient pas trop bien sur ses jambes. Oui, mais là encore, il y a quand même quelque chose d'incroyable. De temps en temps, il y a un bon Dieu pour les arbres. 1999, la tempête. Ah oui. Elle a fait ici même des dégâts considérables. Je te rappelle quelques chiffres. 18 500 arbres sont arrachés, cassés, déracinés. Il nous faudra en abattre 33 000 les semaines suivantes pour commencer vraiment la restauration du parc. On n'imagine pas. C'était dément. Je me suis précipité au pied de cet arbre le 26 décembre au matin. Il n'avait pas perdu une branche, pas une brindille, parce que je crois que le petit Trianon lui a fait un écran, tout simplement du vent. Ce qui veut dire que cet arbre, l'un des plus anciens, le plus ancien de Trianon, l'un des plus fragiles, n'a pas perdu une brindille lors de la plus grande tempête du siècle, le 26 décembre 1999. Alors s'il n'y a pas un bon Dieu pour les arbres, je n'y comprends rien. Une belle histoire, non ? Savez-vous que les champignons ne sont pas des végétaux, mais des êtres tout à fait particuliers, que l'on appelle des mycètes ou des fungi. Mais ces champignons poussent sur des éléments organiques en décomposition, c'est ce qu'on appelle des saprophytes. Alors, je vous propose de pouvoir cultiver des champignons chez vous, à la maison, bien entendu des champignons comestibles, et c'est ce que va vous proposer Nicole dans sa rubrique « Mon jardin au féminin ».
Bonjour à tous. Cela vous dirait de faire pousser des champignons comme cela? Vous allez voir un vrai jeu d'enfant. On trouve dans les jardineries et sur internet des kits de champignons prêts à pousser et je vous propose de commencer par les pleurotes. Dans leur milieu naturel, les pleurotes poussent sur des troncs et forment des bouquets. Dans le commerce, vous trouverez 3 sortes de pleurotes. Le gris, sauvage et corsé, le rose, tendre et boisé, et le jaune, au goût de châtaigne. Commencez par ouvrir le kit. À l'intérieur, un brumisateur, un mode d'emploi et le sachet de mycélium. Surtout, laissez le mycélium à l'intérieur de la boîte. Avec le pouce, une pression et soulevez la partie pointillée. Et avec le cutter, incisez en croix le plastique. Et avec le brumisateur, 3 ou 4 pressions suffisent pour l'arrosage. Et maintenant, placez votre kit de pleurotes bien verticalement dans une cuisine ou dans un endroit abrité de votre jardin et surtout, ne pas oublier d'arroser quotidiennement. Et maintenant, passons aux champignons de Paris. On ouvre la boîte, enlevez le film qui protège l'intérieur. Le bac en polystyrène contient un sac de terreau, de la paille ensemencée de mycélium, de champignons de Paris. Après avoir bien humidifié votre terreau, aérez la paille à l'aide d'une fourchette. Voilà. Recouvrez l'ensemble avec du terreau. Bien réparti. Voilà. Surtout, ne pas tasser le terreau. Placez le couvercle de la boîte sur le bac blanc. Pour maintenir le couvercle bien en place, appuyez sur les picots que vous trouvez chaque angle de la boîte qui fera maintenir la boîte. Placez votre boîte de champignons dans une pièce à 20 degrés pendant 3 jours et ensuite dans une pièce beaucoup plus fraîche. N'oubliez pas d'arroser chaque jour et vous récolterez dans 3 semaines. Oh Aria, la bonne fricassée de champignons. Bien sûr, j'ai triché. L'humidité naturelle que l'on a ici en Normandie profite bien évidemment aux plantes magnifiques du vaste Rival. Mais pas que. Les mousses se développent à une grande vitesse et viennent envahir le gazon. Alors on peut bien entendu avoir envie de les conserver, notamment si on a un jardin très ombragé, mais souvent on a aussi envie de s'en débarrasser. Alors c'est ce que je vous propose de faire maintenant avec des produits naturels, bien sûr, de notre rubrique Conseil jardinier. Lorsque, comme ici, les jardins sont ombragés et avec un sol acide, c'est une manne pour le jardinier qui a envie de cultiver des camélias, des érables du Japon, des bruyères, des pieris, des rhododendrons, des magnolias, en fait toutes ces plantes que l'on appelle acidophiles, donc qui aiment les terres acides, et que l'on dit parfois être des plantes de terre de bruyère. En revanche, il n'est pas question d'avoir une belle pelouse dans de telles conditions, tout simplement parce que dès qu'il y a de l'ombre et aussi de l'acidité, vient se développer la mousse. Et la mousse, elle empêche le développement des graminées à gazon. On peut même dire qu'elle va ronger les graminées à gazon et les remplacer. Alors pour éviter tout cela, je vous propose de mettre en place un petit protocole relativement simple et surtout naturel. Et nous allons tout de suite passer sur le terrain. Allez, au boulot. Nous sommes ici dans un exemple qui illustre parfaitement mon propos précédent. Derrière moi, il y a un grand cèdre bleu. À côté, une haie de l'Onicera pileata. Tout ce petit monde ombrage complètement le terrain et du coup, la mousse est en train de proliférer à la place
des brins de gazon. Ces brins de gazon, d'herbe très très fine, sont petit à petit dévorés par la mousse. Et ce n'est pas simplement l'ombre qui pose un problème, mais le sol compact, humide, mal drainé et l'acidité qui vont générer la mousse. Lorsqu'il y a beaucoup de mousse comme ici, l'opération appelée la scarification s'impose. La scarification extrait énormément de mousse, mais si l'on voulait être vraiment efficace, il faudrait refaire complètement la pelouse et remettre vraiment le sol dans les bonnes conditions. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une opération survie en utilisant de la chaux, mais pas de la chaux ordinaire. Ce produit est un amendement calcaire tout à fait particulier parce qu'il associe non seulement de l'oxyde de calcium, donc de la chaux, à raison de 30%, avec de l'oxyde de magnésium, donc de la magnésie qui a un rôle fertilisant à hauteur de 15%. C'est un produit totalement naturel, utilisable en agriculture biologique. On va l'utiliser au départ de la végétation, en mars-avril de préférence, à la dose de 80 à 120 grammes par mètre carré, soit 1 à 2 grosses poignées, mais on peut aller jusqu'à 200 grammes par mètre carré. Donc le produit va contrecarrer l'acidification naturelle du sol et grâce à sa magnésie, il va rebooster les plantes pour leur donner une belle couleur verte. Ce sac de 10 kg peut vous permettre de couvrir jusqu'à 125 mètres carrés, mais si vous avez un jardin plus grand, il existe des sacs de 20 kg, mais alors là, il faut utiliser un accessoire. Pour bien répartir uniformément un gros sac de 20 kg de calcaire vert, mieux vaut utiliser un épandeur. C'est un accessoire très simple, très pratique et très précis. Nous avons la possibilité de régler l'ouverture de la trémie. Alors je vais le mettre à peu près à 20 ici parce que nous avons des granulés. On va bloquer. Toc. Et là maintenant, je pousse ici. Et il n'y a plus qu'à démarrer. Je vous rappelle que l'action de l'amendement calcaire contre la mousse est essentiellement préventif et indirect. On peut le compléter très efficacement en ajoutant, après notamment la scarification ou même au départ de la végétation, un engrais gazon spécifique et qui va en 2 à 3 semaines faire brunir la mousse que vous pourrez retirer avec un scarificateur et vous pouvez même utiliser une seconde fois après une scarification à la dose cette fois de 50 grammes par mètre carré, de manière à avoir une éradication totale. Il y a quelques mois, j'avais eu le plaisir de vous présenter le montage de cette clôture esthétique d'extérieur, on va dire une clôture d'ornement. Je vous propose aujourd'hui de passer à l'intérieur du jardin avec une clôture d'occultation. Nous allons donc retrouver nos amis paysagistes pour cette rubrique aménagement, décoration. Pour vivre heureux, vivons cachés, dit le proverbe bien français, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité qu'une occultation est à la fois utile et nécessaire. Nous avons fait appel à une équipe de paysagistes pour installer des panneaux d'occultation afin de masquer une ouverture indésirable entre deux propriétés. Dans un premier temps, la haie a été taillée à l'alignement de la limite séparative. Nous avons aussi éliminé la végétation en place qui risquait de gêner le bon déroulement des travaux. Une fois l'espace dégagé, on se rend bien compte qu'il est nécessaire d'occulter totalement l'endroit en raison de la proximité immédiate du cabanon voisin, assez inesthétique. Avant toute chose, il importe de régulariser le terrain pour être assuré que les panneaux pourront être posés de niveau. Nous avons choisi des panneaux d'occultation de chez Forest Steel, mesurant 1,80 m de haut et de large. Ils sont en pin du Nord certifiés FSC, c'est-à-dire issus de forêts gérées de façon responsable. Les 3 panneaux sont d'abord placés à vide pour repérer leur bonne disposition par rapport à l'espace à occulter.
Le repérage de l'alignement est un point essentiel. Il s'effectue à l'aide d'un cordeau en vérifiant que l'on se trouve bien parallèle à la clôture du voisin. On mesure ensuite soigneusement l'espace entre chaque poteau. Pour éviter toute erreur, il suffit de laisser 1,80 m entre chaque platine à visser. L'important, c'est de sceller d'abord la première platine au bon endroit, car elle sert de guide pour tout le reste. Avec une bombe de traçage, délimiter l'emplacement afin de creuser au bon endroit. Pour une parfaite solidité, prévoyez une fondation de 30 cm de côté et de 40 cm de profondeur. Du béton prêt à l'emploi fait parfaitement l'affaire. Le mélange béton et gravier est déjà tout préparé et bien dosé. Comptez un sac de 35 kg par poteau. Préparez aussi le béton dans une brouette en ajoutant de 18 à 20 litres d'eau. Versez le béton dans le trou de scellement du poteau. Le niveau doit coïncider avec celui du cordeau qui sert de règle. Un petit quart d'heure après, le temps que le béton se fixe un peu, mettez en place délicatement la platine à visser et contrôlez bien son niveau, tant dans le sens de la longueur que de la largeur. Répétez les opérations précédentes autant de fois qu'il y a de poteaux. Avec une règle de maçon en aluminium de 2 mètres de long, assurez-vous que les platines se trouvent bien au même niveau. Nous avons réalisé le scellement des platines avec des blousons d'ancrage en acier zingué de 8 par 65 mm que l'on insère dans le béton encore souple. Lorsque le béton commence à prendre, vissez les écrous et serrez sans forcer. Un second tour de clé définitif sera donné lorsque le béton sera solidifié. Avec le mètre à ruban, repérez sur les poteaux l'emplacement des pattes de fixation qui maintiendront les panneaux. Percez le poteau avec une mèche à bois, puis fixez les équerres en acier galvanisé par un simple vissage à la main. Mettez en place le panneau d'occultation en le faisant reposer sur des cales de bois. Il faut être deux pour effectuer correctement ce travail. Maintenez le panneau sur le poteau avec la patte de fixation qui doit être vissée solidement avec des vis inoxydables. Il est temps désormais de fixer les poteaux dans les platines avec des vis roquettes à tête autofraisante de 6 cm de long. Continuez la pose des panneaux selon la même méthode. Pour plus d'esthétique, nous avons choisi de disposer au centre de notre palissade un occultant avec la partie supérieure en treillage arqué. Le temps que le béton scellant les poteaux sèche totalement, soit environ 48 heures, il est prudent de caler et d'étayer la palissade, ce qui lui permettra de résister sans coup férir à d'éventuels coups de vent. La touche finale décorative de nos occultants est donnée par la mise en place de chapeaux de poteaux en forme de boule que l'on fixe également avec des vis roquettes à tête autofraisante de 6 cm de long. Le montage de cette palissade de 6 mètres de long a nécessité 6 heures de travail à 2 personnes. Ce n'est pas vraiment difficile, mais il faut être précis et méticuleux. Quant aux non-bricoleurs, ils pourront toujours faire appel à des professionnels. Et voilà, notre clôture est terminée. Alors nous avons vraiment une occultation visuelle grâce à ces panneaux. On a quand même aussi allégé un tout petit peu avec celui-ci pour obtenir une belle esthétique. Le vent va pouvoir passer quand même à travers nos panneaux. Alors bien sûr, c'était un travail de professionnel, mais si vous êtes bon bricoleur, je suis persuadé que vous allez y arriver. Maintenant, il ne nous reste plus à nous qu'à retracer le jardin et faire quelques plantations, mais c'est ça le plaisir du jardinier. Notre émission s'achève maintenant avec un dernier panorama de ce magnifique jardin du Vasterival. À ma gauche ici, un magnifique prunus pleureur, et puis certainement l'image que vous garderez parce que lorsque vous viendrez visiter le Vasterival, c'est la première que vous verrez, cette petite maison qui sera certainement couverte de ces plantes grimpantes. Eh bien, je vous invite évidemment à le visiter. N'oubliez pas, c'est un jardin qui se visite après avoir pris rendez-vous. Et moi, je prends rendez-vous très rapidement avec vous pour une nouvelle émission. Alors à bientôt sur Nos Jardins TV, bien sûr. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.